L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et vous recevez ce matin la vice-présidente du gouvernement. Isabelle Chamorro, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir évidemment dans un instant sur la situation dans les établissements scolaires du territoire. Un mot d'abord sur cette nouveauté pour les étudiants. Ça n'a pas été facile. C'est pas d'hier que vous avez commencé à vous intéresser à ce dossier de la carte vitale pour les étudiants qui vont en métropole. Alors qu'est-ce qui a fait que ça a avancé, que finalement ça a abouti, parce que ça fait plusieurs années que vous travaillez là-dessus, hein. Je dirais que les étudiantes et les étudiants calédoniens qui en ont fait l'expérience connaissent bien le problème. Leurs familles aussi, on est alertés depuis effectivement de nombreuses années. Il y avait jusqu'à 18 mois d'attente dans les cas les plus difficiles, justement pour avoir ce numéro de sécurité sociale, avec toutes les problématiques qui en découlaient sur la prise en charge des frais médicaux, la question du logement, mais aussi quand les élèves voulaient faire des stages, notamment en métropole ou en Europe, il y avait évidemment cette contrainte. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet. La Nouvelle-Calédonie était considérée, je dirais, comme les pays étrangers, c'est-à-dire que les étudiants calédoniens qui arrivaient n'étaient pas en égalité avec les étudiants français. C'est pour ça que nous avons travaillé de manière importante sur ce dossier. Alors, pourquoi ça s'est résolu? D'abord parce qu'on a porté le dossier au plus haut niveau. Lors d'une visite du président de la République, nous avons informé ses équipes de cette problématique, et à partir de là, nous avons eu, un soutien qui nous a permis également d'avancer. Et puis nous avons trouvé une solution qui est l'agrément de la caisse de la CAFAT ici en Nouvelle-Calédonie, et à partir de ce moment, nous avons pu passer les contraintes qui sont liées au statut particulier de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est très intéressant puisqu'on a passé ces difficultés juridiques et administratives. Comme ça a été dit dans votre reportage, c'est maximum 3 semaines maintenant d'attente pour avoir ce numéro, et à partir de cette étape en métropole, il suffit de fournir un certain nombre de documents pour être très vite dans le circuit. Donc on est vraiment satisfait de cette avancée. En plus, on a pu le réaliser, et je remercie vraiment les équipes de la CAFAT qui sont mobilisées maintenant depuis 3 ans, le conseil d'administration également, avec les partenaires en métropole. Et donc on a pu aussi, c'est important, le réaliser dans le calendrier qui permet actuellement, et c'est pour ça que c'est important de le communiquer, aux étudiants qui partent en métropole de faire leur démarche sur le site de la CAFAT et de pouvoir avoir cette facilité dès la rentrée de septembre. Alors, Isabelle Chamorro, Sonia Baquet s'en est émue au Congrès l'autre jour. Il y a un débat, un vrai débat sur la généralisation finalement de cette carte vitale pour tous les Calédoniens. C'est un débat ancien. Est-ce que vous y croyez, ou est-ce qu'on en est? Moi, je considère que c'est une première étape parce qu'au-delà des étudiants, finalement, la démarche qui est mise en place avec la CAFAT, c'est une démarche qui peut bénéficier à tous les Calédoniens et toutes les Calédoniennes. C'est-à-dire, là, on parle particulièrement des étudiants, mais toutes les personnes qui partent en métropole pour une longue période, alors qui quittent par exemple la Nouvelle-Calédonie pour travailler en métropole, même qui sont retraités CAFAT, qui quittent la Nouvelle-Calédonie pour s'installer en métropole, mais également, par exemple, des gens qui sont amenés pour des raisons médicales à passer un séjour assez long en métropole. Toutes ces personnes peuvent bénéficier de la démarche dont je viens de parler. Donc, il y a les étudiants, il y a tous les Calédoniens qui peuvent également bénéficier. Et notre objectif, mais ça c'est un débat qui est extrêmement politique, puisqu'il est lié au statut particulier de la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie est le seul territoire français. La Polynésie a réglé le problème de son côté, qui ne bénéficie pas pour ses habitants dès la naissance de ce numéro qui permettrait en fait dès notre naissance de régler le problème. Donc ça, c'est une prochaine étape parce que notamment le droit civil a été une compétence qui a été transférée à Nouvelle-Calédonie, qui nous empêche pour l'instant de rentrer de manière immédiate dans ce système. Mais c'est une volonté en tout cas, nous du côté des loyalistes, de faire avancer ce dossier. Et ça, c'est une première étape, je dirais opérationnelle, qui résout beaucoup de problèmes, à la fois pour les étudiants, mais de manière étendue pour tous les Calédoniens qui quitteraient le territoire pour une longue période ou définitivement. Même s'il y a encore quelques difficultés, quand on arrive en métropole, parfois il y a des difficultés administratives. Certains auditeurs s'en sont émus. Un mot sur la situation dans les établissements scolaires, Isabelle Chamorro. On profite de votre présence pour vous poser cette question. Où est-ce qu'on en est au niveau de la fréquentation, de la situation? On sait qu'il y a encore quelques points sensibles, notamment Petro-Atiti et Tuban.
Oui, donc de manière générale, déjà, je voudrais vraiment saluer le travail qui est fait par toutes les équipes, parce qu'on reste quand même dans une situation complexe. On voit qu'il y a des personnes qui continuent à dégrader des établissements scolaires, notamment sur les communes, des écoles qui sont encore victimes de dégradation et d'incendies. Donc les actes irresponsables de ces personnes, ça nous amène à des milliers de jeunes qui, pour l'instant, n'ont pas pu rejoindre leurs établissements scolaires. Sur la Nouvelle-Calédonie, les choses sont quand même différentes d'une province à l'autre, d'une zone géographique à l'autre. Aux îles, pour résumer, tout se passe bien, tout a réouvert et on est à 90%, plus de 90% de retour dans les établissements. Sur la côte Est, tous nos établissements du secondaire sont fermés. Il y a du primaire qui a ouvert parce qu'en proximité, c'est un peu plus facile. Nous sommes victimes de problématiques de circulation. Nos professeurs, nos équipes ne peuvent pas rejoindre souvent leur collège ou leur lycée d'affectation, des problématiques d'approvisionnement, des internats fermés. Sur la côte ouest, ça s'est réouvert en brousse, je dirais, de manière beaucoup plus positive, avec un retour progressif des élèves. Dans l'agglomération, les choses sont revenues à la normale, mais sur la fréquentation, je dirais que plus les élèves sont jeunes, plus ils sont revenus à l'école. Donc dans le primaire et au collège, on est entre 60 et 80% pour les plus jeunes de retour à l'école. Les difficultés sont sur les lycées, puisque là, on est davantage lié aux problématiques également de transport scolaire. Donc dans certains lycées, notamment des lycées professionnels, il y a un gros taux d'absentéisme. Et puis vous le disiez, il y a encore quelques établissements dans l'agglomération sur lesquels on a des problèmes particuliers. Donc il y a le collège de Tuban sur lequel on avait réouvert, on avait fait une rentrée et pour des raisons de sécurité, nous avons dû refermer le collège. Donc pour l'instant, les élèves, et là je remercie aussi les parents de Tuban pour la compréhension, mais également les autres collèges, puisqu'on a 400 élèves qui sont dispatchés sur Magenta, Mariotti et Beaudoux. Donc je remercie aussi les collèges d'accueil qui font leur maximum pour que ça se passe bien. Et notre objectif sur Tuban, c'est de revenir dans les locaux après les 15 jours de vacances en août, avec un travail qui est fait également avec la SIC et avec les forces de l'ordre. Sur Petro-Atiti, c'est beaucoup plus complexe. Le lycée est très abîmé. Donc pour cette année, nous cherchons encore, puisqu'il y a 800 élèves qui sont concernés. On a passé des conventions et je remercie aussi le privé puisque c'est assez inédit. Nous avons des professeurs et des équipes et des élèves qui sont à Docamo, qui sont à Champagnat, qui sont dans des établissements de l'ADEC. Je voudrais souligner ce partenariat. Et on a encore, je dirais, 40% d'élèves pour lesquels là, nous avons des pistes de rescolarisation. Mais c'est vraiment un sujet très complexe. Alors, la continuité pédagogique, un mot là-dessus, c'est évidemment quelque chose de très important. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des difficultés? On imagine quand même qu'il y en a. Oui, il y a des difficultés. Alors, les équipes sont mobilisées. Nous avions, je dirais, pu expérimenter la continuité pédagogique pendant la période Covid. Donc, je dirais que la gestion de crise en Covid, même si on n'est pas du tout dans la même situation, nous a permis quand même de réactiver un certain nombre d'outils que l'on avait pu développer. Maintenant, rien ne remplacera la présence en classe, rien ne remplacera le contact direct avec un professeur, ça on le sait bien. Donc la continuité pédagogique, on en est bien conscient, ce n'est qu'une solution d'attente quand un établissement est fermé ou par exemple quand des élèves ne peuvent pas rejoindre leur établissement, et je pense notamment aux grandes difficultés des professeurs, des personnels et des habitants du Mont d'Or, dans la partie sud, qui font... il y a des heures d'attente pour pouvoir prendre les transports maritimes et rejoindre son établissement, parfois qui n'est pas très éloigné, mais malheureusement, il y a des heures d'attente. Donc là, on essaye de trouver aussi des solutions de transport. Et voilà, la continuité pédagogique, ce n'est qu'une solution d'attente, même si elle est très bien faite, pour pallier ces moments difficiles. Alors la restauration, un mot là-dessus, les cantines, il y a des difficultés d'approvisionnement, il y a des difficultés, il y a aussi des familles qui malheureusement sont en grande difficulté financière. Comment ça se passe? Alors c'est vrai que l'école, c'est un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi un lieu où les services de restauration, les services de garderie jouent un rôle social très important. Donc je voudrais vraiment saluer le travail des maires sur toute la Nouvelle-Calédonie, parce que les maires ont eu vraiment comme objectif de réouvrir le plus rapidement possible, et ce n'était pas facile parce que dans des zones où la sécurité n'était pas toujours assurée, ouvrir la garderie tôt le matin,
se déplacer. Il y a le couvre-feu aussi. Donc, ce sont des services qui sont difficiles à remettre en place. Donc, les maires ont tout fait pour les remettre en place dès qu'on a réouvert. La restauration, c'est très important puisque dans la période malheureusement difficile que l'on traverse, on sait qu'il y a des familles qui ont des problèmes pour acheter tout simplement de la nourriture pour leurs enfants. Donc, il y a des efforts qui sont faits également dans nos établissements scolaires, mais qui ne pourront pas durer éternellement, hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des fonds sociaux dans lesquels nous puisons actuellement pour que les enfants dont les parents n'ont pas payé la cantine puissent déjeuner à midi, hein. C'est des efforts qui sont faits, mais évidemment, comme toutes les collectivités, et ça a été mentionné, on parlait du budget supplémentaire également de la province sud, ce ne sont que des solutions qui sont temporaires, donc nous sommes très inquiets, à la fois sur les élèves qui ne rejoignent pas leur établissement, mais aussi sur ces questions de restauration, de services que l'on doit rendre aux familles. Alors, le budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie doit être adopté, examiné en tout cas ce matin au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes inquiète, on sait que la situation financière de la Nouvelle-Calédonie est, on va dire, catastrophique, c'est quasiment le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça peut fonctionner? On va peut-être rappeler quand même que l'enseignement du secondaire, en tout cas, c'est un secteur protégé, puisque c'est l'État qui paye les salaires des enseignants. Ça représente des sommes considérables chaque année. Oui, donc c'est vrai qu'avant les émeutes qui ont commencé au mois de mai, la Nouvelle-Calédonie était déjà fragilisée de manière globale, mais elle n'était pas dans le gouffre que l'on connaît actuellement. Donc ça a été évoqué, hein, le manque de recettes fiscales est considérable. Donc nos budgets sont très fragilisés. Là, aujourd'hui, on va intégrer au budget supplémentaire de l'argent qui nous est donné par l'État et on va le flécher, c'est-à-dire pour le chômage partiel, pour également soutenir Enercal, par exemple, pour les comptes sociaux, pour les collectivités, pour essayer notamment, et on le disait, déjà de payer, par exemple, les salaires. Mais sur effectivement l'enseignement, heureusement pour l'instant, c'est un secteur qui est relativement protégé, je dirais de manière globale, hein, puisqu'il y a quand même à peu près 50 milliards de masse salariale qui nous sont... Alors on a carrément presque 5000 personnels, hein, notamment les enseignants, qui nous sont mis à disposition gratuitement par l'État dans le secondaire. On paye aussi l'enseignement privé en partie grâce à ce budget. Et en fait, si on regarde l'enseignement de manière globale en Nouvelle-Calédonie, avec également le supérieur, on est à 120 milliards par an d'apport de l'État. Donc à l'échelle budgétaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que nous avons la chance, sur une mission de service public qui est essentielle, d'avoir cette aide pour l'instant qui nous protège en tout cas des problématiques budgétaires actuelles. Dans quel état d'esprit sont les enseignants, Isabelle Chamorro, en ce moment? C'est compliqué pour eux, mais on connaît leur résilience, on connaît leur motivation essentielle. Ils sont comme toutes les Calédoniennes et les Calédoniens. Ils sont, je pense, pour beaucoup d'entre eux, un peu abîmés dans leur mission de service public parce qu'ils sont très investis au quotidien auprès de leurs élèves. Donc forcément, je pense qu'ils sont amenés à se poser beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, hein. Certains ont même pu constater que des familles de leur établissement ou des élèves étaient également présents parfois sur des points d'exaction. Donc, c'est pas généralisé, mais en fait, c'est quand même les gens se questionnent sur leur mission. Ça ne les empêche pas d'être présents, ça ne les empêche pas d'être motivés et de s'être remis très rapidement au travail. Et puis, ce sont des êtres humains, donc certains ont été aussi touchés dans leur famille, des conjoints qui ont perdu leur travail, même certains qui ont eu des maisons ou leur domicile de fonction qui a été brûlé, qui ont tout perdu. Et puis je pense que voir son établissement attaqué également, ça a été aussi très difficile à vivre et ça continue pour certains d'entre eux. Donc vraiment, je salue leur travail, mais je ne veux pas omettre aussi qu'ils sont en questionnement et que nous devons être à leur côté surtout. C'est pour ça qu'on a mis en place pour les élèves, mais aussi pour nos personnels, des dispositifs de soutien. Et je pense qu'il faudra être vigilant également pendant les prochains mois. Ce n'est pas quelque chose qui va être ainsi digéré et qui va disparaître. Donc il faudra que l'on soit vigilant pour également terminer auprès d'eux l'année dans les meilleures conditions. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.